Nambele. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus, c'est parce qu'on s'était déjà dit bonsoir tout à l'heure lorsqu'il était 18h. Vous êtes bel et bien dans le magazine Dash Info Soir, le magazine qui revient sur les faits marquants de l'actualité du jour. On est ensemble les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi de 18h à 19h50. Ce jour, on est dans une émission spéciale, très spéciale, parce qu'on reçoit quelqu'un de spécial. Déjà, vous annoncez que tout à l'heure, à 18h, vous avez donc eu les informations du jour, la grande messe l'information dite par Sangrine Babo. Juste après, donc, on ne va pas voir comme d'habitude les différentes rubriques, mais une structuration spéciale de ce jour, parce qu'on a la chance d'être accompagné de quelqu'un de très spécial. Quand je vous dis spécial, vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure vraiment de quoi je parle. Mais je peux déjà vous dire que celui qu'on accueille ce jour est comme... on le dit souvent, les passeurs de relais. Passeurs de relais parce que, au-delà seulement de parler et de dire et de montrer, il parfois entre dans l'exemple et l'exemplarité en faisant lui-même. Il a dans sa tête cette grande ambition-là de voir le Cameroun avoir une certaine transformation sociale. Il a dans sa tête cette grande ambition-là de voir le Cameroun prendre une autre dimension, sinon une autre direction. Lui, il a été de tous les combats, mais des combats sains, parce qu'effectivement, c'est un personnage qui croit au Saint-Esprit, qui croit aussi même à l'Église. Membre très influent de l'Église catholique au Cameroun, oui, on peut le dire, parce qu'il a été dans un syndicat qui réunissait les patrons chrétiens du Cameroun. C'est pas tous les jours qu'on entend cela. Et il a donc décidé de s'engager en politique, oui, de s'engager en politique parce qu'ayant compris, comme certains le disent, si la politique ne te fait pas, toi, tu dois faire la politique. Je voulais donc inverser. Si tu ne fais pas la politique, elle te fera. Il a commis un ouvrage qui, selon certaines personnes, dérange. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur Jean-Baptiste Homsi. Bonsoir, Monsieur Nambele. Vous allez bien? Je vais bien. C'est vrai qu'après l'interdiction, on ne comprend même plus très bien, c'était l'interdiction, la suspension, ou alors plus ou moins, je voulais dire un blocage. On pensait quand même que vous ne porterez pas bien, mais on vous voit tout bien. Ben, je suis bien parce que la vie ne se résume pas en une seule chose. Il y a bien d'autres choses qui aident la vie à pouvoir en faire un tout. Jean-Baptiste Homsi, écrivain et auteur du livre Cameroun, le pouvoir du mensonge. Le pouvoir du mensonge, un titre qui vous sera peut-être développé dans cette édition. Il faut dire que le livre a donc paru il y a quelques jours. Normalement, il devait être dédicacé cette semaine, mais malheureusement, la dédicace a été déprogrammée ou sinon que peut-être remis à un autre jour. Pour vous dire, dans le pouvoir du mensonge, Jean-Baptiste Homsi revient sur son séjour de 9 mois à la prison centrale de Yaoundé à la suite de son arrestation le 28 janvier 2019 au domicile d'Albin Zongan. Il y a une phrase qui revient sans cesse comme une ponctuation au cœur de l'histoire que raconte Jean-Baptiste Homsi quand la vérité embarrasse la justice. On entre dans la bicrée. Vérité, justice, bicrée, autant de termes qui reviennent à la morale, fort présente dans le récit que fait l'auteur de ces 9 mois de détention dans la prison centrale de Yaoundé. Rien de surprenant en fait pour ce fervent croyant catholique. Pour lui, si je m'intéresse à la justice, c'est parce qu'en défendant la vérité, la justice m'a privé de liberté. En scrutant ma vie de chef d'entreprise comme celle des chrétiens pratiquants, je me suis rendu compte que sans la liberté, l'homme ne peut s'épanouir. Ne voulons-nous pas que l'homme s'épanouisse? C'est la question qui est posée par Jean-Baptiste Homsi pour avoir donc marché pacifiquement le 26 janvier 2019 et surtout pour s'être retrouvé le 28
janvier chez Albin Zongan parce qu'il s'inquiétait pour la vie du président du MRC, Maurice Kamto. Jean-Baptiste Omsi s'est retrouvé derrière les barreaux sans s'y être préparé le moins du monde. Pour ce dernier, entre entretien avec les coups de tenue, nous sommes surpris d'apprendre que nous sommes des casseurs de l'ambassade du Cameroun en Allemagne et en France. Nous sommes des terroristes, rappelle-t-il. Il ajoute plus loin, j'ai ainsi découvert en mon corps défendant ce qu'on appelle le mensonge d'État. C'est un virus contre lequel il faut lutter avec acharnement. Il est inacceptable qu'une cellule noire de l'État organise et diffuse des informations fausses. L'État ne peut être immoral. L'État doit être garant de la moralité des informations diffusées et de la moralité des citoyens. C'est certainement pour contribuer à lutter contre le mensonge de l'État que l'ancien prisonnier politique a choisi de raconter les mémoires des prisons à travers Le pouvoir du mensonge, un livre de 306 pages qui vient de paraître aux éditions Le Châtel. Bien plus qu'une histoire personnelle, ce livre est un témoignage de l'enfer vécu par des centaines de personnes qui ont choisi de s'opposer à un certain établissement. C'est l'histoire commune de ces personnes qui, à Yaoundé, Douala Bafoussam, Bafan Ochan, sont sortis pour dire non au hold-up électoral pour revendiquer des comptes sur l'organisation manquée de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun en 2019 pour s'insurger contre la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est une tranche de sa vie, celle de Jean-Baptiste Omsi, une vie de ceux qui ont donc été désignés à Koundengui comme étant les Kamto. Jean-Baptiste Omsi, Voilà. comment un patron, chef d'entreprise, capitaine d'industrie, comme on vous appelle communément, se retrouve dans le combat politique? J'en parle au chapitre 6 du livre. Le chrétien a deux missions. Quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger », il s'agit de créer la richesse et de la distribuer. Les créateurs de richesse doivent la créer et les hommes politiques doivent se charger de distribuer cette richesse. Et l'enseignement social de l'Église dit que le premier principe éthico-chrétien, c'est la destination universelle des biens. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir avoir accès facilement à tous les biens qui sont faits pour que nous tous, nous ayons une vie digne. Voilà comment c'est tout à fait naturel qu'un créateur de richesse pense à la politique et qu'un homme politique pense à la création de richesse. Si tu es chrétien, voilà les deux missions que vous avez. Voilà. Mais en même temps aussi aujourd'hui, quand vous parlez du pouvoir du mensonge, sans entrer effectivement dans les méandres du livre, vous pensez à quoi? Pourquoi avoir donné ce titre à cet ouvrage? Je suis choqué. Je suis étonné que l'éducation, j'allais dire la morale chrétienne qui m'a moulé, met un point d'honneur à la vérité, à la recherche de la vérité en toutes circonstances. Je dois vous dire, quand je faisais mes études de théologie, la seule occasion, et ça c'était un moraliste qui le disait, où il était permis d'utiliser la violence face à un enfant, c'est pour l'éducation à la vérité. C'est pour l'éducation à la vérité. Donc, quand je regarde la société et les personnes qui sont en charge de cette société et l'institution elle-même, agir en disant permanemment des choses contraires à la vérité. Et tout le monde le sait. Et tout le monde s'en moque. Et tout le monde s'en accoutume. Et ça passe. Et on rigole. Et on dit que c'est comme ça. On va faire comment? Je suis blessé. Je suis blessé. Le pouvoir du mensonge
en train de ruiner un espoir pour l'avenir du Cameroun. Parce que rien de durable ne peut se faire qu'avec la vérité. Vous savez qu'il y a même un proverbe chinois, je ne sais plus s'il est chinois, la vérité finit toujours par triompher. Quoi qu'il en soit, on peut mentir. Et quelqu'un nous l'a appris des États-Unis. On peut tromper un peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple une partie du temps. On ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Donc, le mensonge, comme les gens le disent, a des gens pour. Mais les gens qui mentent tous les jours ne se rendent pas compte que les enfants qui écoutent finissent par penser qu'il vaut mieux, quand on n'a pas fait son devoir, dire à papa, on l'a fait. On l'a fait. Parce que c'est ça, mentir. Et parce qu'on a menti, c'est l'institution qui nous amène à en faire une norme. C'est pas normal. Nous devons nous en offusquer. C'est pas possible. On doit s'en offusquer. Nous tous. Quels que soient nos âges, les gens, les personnes âgées, les personnes jeunes, les femmes, les hommes, on doit refuser qu'on nous mente tous les jours. On doit refuser. Vous imaginez que on nous a arrêtés avec un mandat de perquisition dans un domicile. Et après, dans l'ordonnance de libération, de non-lieu, on dit qu'on nous a arrêtés sur le lieu de la marche. Hein? Comme vous l'avez si bien dit vous-même, c'est en prison que j'ai appris que nous étions les casseurs de l'ambassade. Je ne le savais pas, parce que quand on vous arrête, vous êtes privé du téléphone, de radio, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on dit de vous. Et c'est pendant tout le temps qu'on a été dans les commissariats, notamment nous qui étions au GSO, j'étais coupé de l'information. Je ne voulais pas chercher. Beaucoup de gens autour de moi couraient pour chercher. Non, ça ne me disait rien. Mais quand on a été transféré en prison, les gens qui nous ont accueillis dans la cellule nous regardaient avec dédain, avec mépris. Parce que on leur avait dit que c'est des gens qui avaient cassé l'ambassade. On a pu les prendre, on les a rapatriés au Cameroun. Vous vous rendez compte? Des milliers de gens au Cameroun ont cru à ça. C'est terrible. C'est terrible. Vous vous imaginez qu'au moment le plus décisif de notre histoire, le choix du président de la République, on nous produise des faux observateurs internationaux. Et je les ai vus à l'œuvre. Et un jour, peut-être qu'un livre sera écrit pour expliquer pourquoi ils étaient partis à Baham. Parce que c'est dans les bureaux de vote de Baham qu'ils étaient, ces observateurs internationaux. On avait fait venir des gens de Douala, de Yaoundé et consorts dans un bureau spécifique pour voter, avoir 100%, et les observateurs étaient là à 18h quand on dépouillait. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi? On reviendra là-dessus tout à l'heure sur les questions électorales au Cameroun. Mais Jean-Baptiste Ihomsi, aujourd'hui vous avez cet élan activiste, ce désir de changer. Est-ce que ça a été spontané ou alors vous avez cette fibre depuis votre temps d'enfance? Parlez-nous un peu de votre, je ne voulais pas dire de votre jeunesse, mais où est-ce que c'est venu? Parce que forcément, ça doit être en vous depuis. Bon, on ne m'a pas prévenu que je devais parler de mon enfance. Mais en tout cas, je vais vous raconter un épisode. Ça vous donne un sourire de vouloir parler de cette enfance, je vous vois. Je raconte un épisode dans le livre de mon enfance avec le gouverneur Ekonona. Mm-hmm.
Un jour, des années 84-85, je rencontre M. Ekonona dans les couloirs du ministère. Et lui et moi, on se connaît. Mais on ne sait pas où, comment et dans quelles circonstances. Il me regarde fixement. Je sais que je le connais, mais je ne sais pas qui c'est. Et il me dit, Ekonona, gouverneur extrême nord. Je n'étais pas capable de lui dire que j'étais chef de service, que j'étais directeur. Et je dis, Jean-Baptiste Omsi, chef d'entreprise. Et il ne sait pas où nos chemins sont croisés. C'est quand il était préfet à Fumban. J'étais au lycée et il m'avait appelé activiste parce que j'avais été reçu 2 fois par lui pour des grèves que j'avais créées au lycée. Mais je suis naturellement un enfant qui ne supporte pas être comprimé, être opprimé, être comprimé. J'aime la liberté, j'aime la vérité et je ne supporte pas être opprimé. Tout de suite, je pense qu'il faut faire quelque chose. C'est peut-être ça qui vous a amené dans le monde des affaires, entre guillemets, pour avoir votre liberté. Voilà. Je peux vous dire aussi que je crois qu'il n'y a pas d'autre métier que la création de richesses qui aurait pu me donner la grande liberté que j'ai. Parce que vous jouissez d'une véritable liberté. Et je dois vous dire, dans cette création de richesses, j'ai toujours pensé apporter une petite contribution à l'innovation pour ne pas me sentir copier ce que les autres ont fait avant moi. Et c'est cette liberté. C'est pour ça que l'entreprise que j'ai dirigée a été la première à vendre la confiture sur le marché camerounais. L'entreprise que j'ai dirigée a été aussi la première à vendre les abellions de boulangerie, à produire et à distribuer. Nous avons été aussi la première entreprise à produire et à distribuer de la levure chimique. Je me sens à l'aise quand je suis dans un espace de totale liberté et de transparence totale. Ça me met à l'aise, je peux m'éclater. Voilà. Mais vos choix sont quand même ambigus. Aller faire des affaires dans un monde, entre guillemets, immoral, alors que vous êtes chrétien, fervent chrétien pratiquant. Est-ce que c'est pas déjà là une première, je vous l'ai dit, oxymore même de votre vie? Mais justement, je vous étonnerai en disant que je crois. Bien que dans l'esprit de beaucoup de gens, les affaires, c'est une jungle, je peux vous dire, au demeurant que si les hommes d'affaires n'étaient pas les personnes les plus honnêtes au monde, nous n'existerions pas. Il y a un homme d'affaires honnête, ça existe, monsieur Omsi? Parlons-en. Vous y croyez? Parlons-en. La chemise que vous portez, si vous aviez besoin d'avoir une chemise en laine et on vous donnait une chemise en coton, vous ne seriez pas satisfait. Quand vous imaginez que quelqu'un est en Chine et envoie un conteneur de stylos, de bics, de tout ce que vous voulez, et lorsqu'il ouvre le conteneur, il trouve exactement la quantité, la couleur, la taille de ce qu'il avait commandé. C'est l'honnêteté qui est entre les deux. C'est l'honnêteté qui est entre les deux. Ce n'est pas parce qu'il y a des marginaux que ça devient la règle. Les normes interviennent de plus en plus pour réguler l'environnement. Mais c'est évident que la société travaille beaucoup, et donc nous aussi, pour que l'environnement des affaires soit humanisé. On vous suit, mon père. Pour que l'environnement des affaires soit humanisé. Et de ce point de vue, nous avons apporté une contribution significative avec la création du PADIC,
patrons et dirigeants chrétiens. Avec d'autres personnes, nous avons créé cette association, le PADIC, patrons et dirigeants chrétiens, dont la fonction essentielle est d'aider les gens à croire fortement qu'il est possible de faire les affaires comme nous l'avons fait dans notre première publication. Notre première publication a été faire les affaires, la Bible à la main. Qu'il était possible. Et l'enseignement social de l'Église abonde, il y a beaucoup de publications là-dessus. Il y a le livre La valeur des valeurs, qui est une des publications de l'UNIAPAR avec le PADIC, qui explique et qui donne une définition de l'entreprise. Parce que vous avez deux types de définition de l'entreprise. Celle qui consiste à penser que l'entreprise est là uniquement pour faire du fric, et celle qui pense que l'entreprise est un bien social. Alors, à partir du moment où vous avez une définition, vous pouvez progressivement développer autour de ces deux notions un comportement, une manière de faire qui permet à la société de se sentir à l'aise. Et je dois vous dire, je suis de ceux qui ont développé la notion de l'entreprise est un bien social. Inoxymore peut-être un chrétien fervent croyant qui va faire de la politique et qui s'engage dans un monde où normalement on dit toujours pour faire de la politique il faut avoir les mains sales. C'est pas moi qui ai dit. C'est vrai. D'ailleurs, et comment pensez-vous aller faire la politique avec les mains aussi propres? Ça se dit dans tous les pays d'ailleurs, parce que le pape François, dans l'encyclique Evangelica Gaudium, il dit, si les chrétiens ne font pas la politique, on dit que on ne peut pas faire la politique avec les mains propres, qu'il faut avoir les mains sales, que les mains sont mouillées de sang. Si les chrétiens ne sont pas là pour savoir comment on fait pour se mouiller les sangs, comment nous allons savoir pour évangéliser ce milieu? Il faut bien que des chrétiens y soient. Là, maintenant, j'ai écrit un livre. J'ai dit aux évêques, allez voir ce que j'ai vu. Je l'ai décrit pour que les évêques le sachent. Si je n'étais pas allé en prison, je n'aurais pas trouvé matière à interpeller les évêques, à interpeller les pasteurs. Et je les ai interpellés sur des domaines très précis pour lesquels ils doivent réagir, ils doivent faire quelque chose. Et vous pensez que vous avez réussi à venir avec les mains propres dans un monde où tout le monde a le sang entre les mains? Ce n'est pas parce que tout le monde a le sang sur les mains qu'il ne doit pas exister une lueur d'espoir, et cette lueur d'espoir, on doit s'accrocher dessus. Et d'ailleurs, je dois revenir sur la dernière encyclique du pape François. Il a dit ceci. Je l'évoque parce qu'il y a tellement de problèmes de pont ces derniers temps. Exactement. Il a dit, si vous aidez une personne âgée à traverser un pont, même sur des lianes, c'est une très bonne chose. Mais un homme politique construirait un vrai pont sur lequel passeraient plusieurs personnes à la fois. Voilà la fonction de l'homme politique. Ne regardons pas marginalement l'aspect triste qui les conduit à l'aspect compromissions. Oui. Non, c'est une fonction noble comme je le dis. Créer des richesses et les distribuer. La fonction politique, c'est de redistribuer les richesses. Non pas de se les accaparer, mais de les redistribuer. C'est ça la fonction politique. Mais excusez-moi l'expression, mais est-ce que c'est pas votre virginité dans ce monde du mal-là qui vous a aidé à plus ou moins voir le mensonge qui y est et même à comprendre son pouvoir? C'est possible. C'est possible. Et il faut bien qu'on soit vierge pour découvrir qu'il y a un monde. J'ai bien choisi mon mot. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle Fragile
j'ai pu dire les choses le plus simplement telles que je les ai perçues, telles qu'elles ont été. Et quelques personnes qui ont lu le livre me reviennent en disant c'est facile de le lire, ça coule. Quelqu'un a pris le livre un jour et puis vers 2h du matin, il m'envoie un message en disant je suis au 3e chapitre, je ne me rends pas compte que le temps passe. Parce que je ne force pas les mots. Je ne suis pas un écrivain au sens propre du terme. Je suis quelqu'un qui fait un témoignage dans des circonstances parce que ce témoignage peut aider à bâtir. Ce témoignage peut aider à supporter ce que nous n'avons, ce sur quoi nous étions surpris. Ce témoignage peut aider à affronter d'autres situations beaucoup plus complexes et compliquées. Mais je pense qu'il est important que notre société ait des boussoles et des couloirs dans lesquels nous savons que nous devons faire orienter notre jeunesse. On ne peut pas les entretenir dans un couloir dans lequel ils pensent permanemment que, vous savez, si on jongle avec les mots, c'est comme ça que c'est la preuve qu'on est intelligent, qu'on est... voilà, c'est parce qu'on aura suffisamment caché la vérité que c'est la preuve qu'on est fort. Non, si. Regardons, tous ceux qui ont pu avancer dans le monde l'ont fait dans la transparence. Bâtissons notre pays dans la transparence. Nous évoluerons mieux. Allez-y. Nous évoluerons mieux, oui. Vous comprendrez donc que certains, où vous voyez le pouvoir du mensonge, peut-être verront, je ne voulais pas dire la force et l'expérience. sans évoquer quelqu'un. Écoutez, ça m'amuse. Ça m'amuse quand je pense à la force de l'expérience. Non, s'il vous plaît, n'allez pas trop à l'intérieur. J'étais seulement en train de vous dire que peut-être que vous voyez le pouvoir du mensonge, peut-être que d'autres vont voir la force et l'expérience. Tout le monde peut se vanter d'avoir une expérience de quelque chose. Et c'est chacun qui peut présenter le trophée de son expérience. Alors, je ne veux pas savoir quel a été le trophée des autres, mais le mien, c'est ce livre qui parle tout simplement de ce que nous faisons, de ce que nous avons pu vivre. Et je dois dire que j'ai hérité de quelque chose à l'Église catholique, la méditation. Voir, juger avant d'agir. La partie juger, discerner est une période qui est très très importante. Apprendre à discerner. J'ai longtemps mûri la décision d'écrire ce livre parce que j'étais choqué par tout ce que j'avais entendu. Mais j'avais peut-être pas le temps, je passais à côté des choses pour lesquelles j'aurais pu réagir. Mais ils ont réussi à me garder pendant 9 mois et je me suis concentré sur toutes ces strates où je voyais des choses et je me disais ce n'est pas possible, mais je passais. Maintenant, je me suis arrêté étape par étape, step by step, et je me suis rendu compte que j'ai tellement accumulé que ça a éclaté. Et c'est parce que on m'a réduit dans un espace de la prison qui m'a donné l'opportunité donc de regrouper ça. Quelqu'un m'a posé la question un jour si c'était pas la prison. Oui, si j'avais pas ressassé là autant de choses et j'avais de l'amertume. Non, au contraire. J'ai du plaisir à dire aux gens, je vous comprends dans ce que vous avez fait, mais il faut changer. Il faut changer. Ce n'est pas le chemin. Le chemin est plus difficile, mais il faut changer. Il faut changer. Et donc, voilà.
Revenons donc à cette fameuse dédicace annoncée après pour une certaine presse interdite par les autorités après recoupement. Les autorités n'ont rien à voir dans cette interdiction, les ayant approchés les uns comme les autres. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Jean-Baptiste Omsi? Pourquoi vous n'avez pas pu dédicacer ce livre dans une maison? Pourtant, vous avez grandi. Écoutez, je suis content. Pour bien parler pour les auditeurs, c'était dans une enceinte qui appartient à l'Église catholique. Alors, je suis heureux d'apprendre quelque chose là. Je suis vraiment heureux d'apprendre qu'avec vos recoupements, l'État n'a rien à voir dedans. Alors, si c'est ça, je suis fier, je suis content. Hein? Si vos recoupements vous ont amené à ça, je ne peux que m'en réjouir. Alors, j'avais rencontré, quand j'avais fini d'écrire le livre, le grand chancelier de l'université Saint-Jérôme, qui me connaît très bien, dont je suis un proche collaborateur, avec qui nous avons travaillé pendant longtemps, et qui m'a offert cette salle, qui a confirmé la date à 2 reprises. Et j'ai appris par les réseaux sociaux, en fin de journée de vendredi 8, alors que l'événement était le mardi, que la salle n'était plus disponible. Quand j'ai lu le communiqué, disant que la mission de l'université, c'est l'éducation des jeunes et l'accompagnement dans le développement, je me suis posé la question, mais dans cette université, j'ai fait pendant 3 années l'enseignement social de l'Église, un cours dans lequel on fixe le chrétien à s'engager dans la société pour être le sel, Et agir dans cette société, c'est être dans l'entreprise, dans l'administration et partout où l'on doit être pour apporter cette lueur d'espoir, pour apporter cette sève, cette lumière. Et cette lumière provoque le changement, dérange. Alors, si ce n'est pas à l'université qu'on vient faire le témoignage de ce qu'on a vécu dans la société, où donc on devrait le faire? Même les sciences politiques s'enseignent où? C'est pas dans la rue. Mais c'est pas une université comme les autres, c'est une université catholique. Je vous dis, l'enseignement social de l'Église repose, la source de l'enseignement social de l'Église, c'est l'enseignement des apôtres. C'est l'encyclique du pape. Mais je vous ai cité 2 à 3 encycliques dans lesquelles le pape insiste et encourage les chrétiens à aller faire la politique. Il faut bien que les chrétiens puissent faire un témoignage. Et je dois ajouter quelque chose. Le public qui était invité ce jour-là n'était pas les étudiants de l'université, n'étaient pas les professeurs de l'université. L'université n'offrait que le cadre. Un jour viendra où je demanderai effectivement, en tant que dirigeant chrétien politique, à parler aux jeunes de l'université catholique. Peut-être pas Saint-Jérôme de Douala, mais pourquoi pas Saint-Jérôme de Douala? Mais ce jour viendra où je demanderai à parler. Peut-être que le sujet sera connu. Parce qu'il faut bien que les enfants apprennent à partir des témoignages de la réalité. L'université Saint-Jérôme enseigne la dignité humaine, qui repose sur le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette dignité est dégradée tous les jours dans la torture. On ne veut pas que les gens le sachent. Pourquoi veut-on qu'on le cache? Dédicacer un livre, c'est informer les gens de ce qu'il y a dans le livre. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Mais je comprends. Mais on vous a donné quelles raisons, Jean-Baptiste Omsi? Je comprends.
Peut-être que je me trompe encore et qu'on m'a menti. Mais je comprends. Parce que l'administrateur de cette université est un haut cadre du RDPC. Et c'est lui qui a signé le communiqué. C'est lui qui a signé le communiqué. Maire de Douala deuxième. Adjoint au maire de Douala deuxième. Alors, vu sous cet angle, ça ne m'étonne pas. Parce que le milieu dans lequel vous grandissez vous aide à faire votre unité, à avoir des repères. Tous les mensonges que je cite, ce n'est pas les mensonges des gens de la rue, c'est les gens des grands dirigeants du RDPC. Mais il est membre de ce parti. Pourquoi ça m'étonne qu'on trouve un prétexte pour refuser la dédicace? Hein? Alors, ce grand membre du RDPC doit être fier et content d'avoir agi en conformité avec ce qui se passe dans son parti. Voilà. Seulement après, malheureusement, les gens ont cru que c'était les autorités qui avaient interdit la dédicace et ça allait un peu dans tous les sens. Et pourtant, c'est bel et bien l'Église catholique, il faut le dire, hein, l'archidiocèse de Douala qui a interdit effectivement que cette dédicace se passe. Mais au niveau de l'archidiocèse, on vous a dit quoi? Vous tenez à parler de l'archevêque. Je m'en tiens au communiqué. C'est ce communiqué qui a empêché. Mais l'archevêque pouvait influencer. J'ai l'habitude de rencontrer l'archevêque, de demander cette salle. Et verbalement, il me dit, ok, vous l'aurez. Et je vais dans cette salle. Cette fois, on a été tous surpris. On était tous surpris. Bon, écoutez, le management est quelque chose qu'il faut également... c'est une science sociale qui n'est pas exacte. Hein? Lorsque un responsable a pris une décision, fut-elle malheureuse, un responsable le couvre. Parlons actuellement de l'objectif même de ce livre, Cameroun, le pouvoir du mensonge. Jean-Baptiste Homsi, vous, c'est quoi l'objectif à la fin? Vous voulez que le lecteur sorte de là, je vous l'ai dit, comment? Je ne sais, ce n'est pas un essai que j'ai écrit, je ne sais pas si c'est un essai. Je ne sais pas si c'est c'est une spiritualité d'engagement. Mais j'ai écrit pour témoigner, pour que demain soit différent. Que les gens ne tombent pas dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs. J'ai écrit parce qu'au fond de moi, je souffre du mensonge. Il faut donc lutter contre le mensonge par la promotion de la vérité. J'ai écrit parce que je souffre de l'injustice. Est-ce que vous savez que la décision d'Habeas Corpus prise en mai 2019 n'a pas encore été rédigée? J'ai une copie dans le texte, c'est un extrait du plumitif. J'ai écrit parce qu'il y a une promotion de la haine. Le chrétien doit promouvoir l'amour. Mais il y a une promotion de la haine. Je le dénonce. Je le dénonce. J'ai écrit parce que vous vous en êtes rendu compte. J'aime la liberté. J'aime me trouver dans des espaces où je pense et j'agis. Et comme disait Albert Einstein, ce n'est que dans ce contexte qu'un esprit peut éclater et faire de la prospérité. Mais si on continue à opprimer les gens, on va régresser. On va continuer à régresser.
C'est pas normal. Voilà autant de choses qui m'ont choqué. Et quelqu'un a dit, un des lecteurs, vous l'avez cité tout à l'heure, a dit qu'il y a une des phrases, quand la vérité est embarrassée, c'est la dictature. Voilà. Je veux dédicacer un livre dans un environnement, on n'a pas de prétexte juste, cohérent. On utilise une autre raison et paf, on empêche. On ne dialogue même pas. Il faut qu'on ait la culture du dialogue. Et ça, l'Église enseigne dans au moins 10 volumes. Dans le compendium de l'enseignement social de l'Église, dans les encycliques du pape, je crois, puis 11, celui qui a été pape pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis 13, je crois, oui. Il y a dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a un nombre, il y a une avalanche de publications pour tout le monde à s'éduquer à la culture de la paix. On peut prévenir tout conflit par le dialogue. On m'aurait prévenu un jour avant en disant, voilà Jean-Baptiste, la salle ne sera pas disponible. Ou encore, pour d'autres raisons, on ne peut pas te donner la salle. On aurait dialogué. Pourquoi moi j'apprends l'information dans les réseaux sociaux? Non. Ayons la culture du dialogue, ayons la culture de la paix. La culture du dialogue fait partie de la culture pour la paix. Pour les chrétiens, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la paix? Quand Jésus-Christ dit « Je vous donne ma paix », alors la question qu'on se pose, qu'en faisons-nous? Pour des gens qui se connaissent, qui se côtoient, ils peuvent se parler. Pourquoi imaginerez-vous que des gens qui ne se connaissent pas se parlent et ceux qui se connaissent refusent de se parler? Non, c'est pas normal. J'ai 5 mots que je vais énoncer avec vous. Je souhaiterais que vous fassiez des petits commentaires. Quand on vous parle de jeunesse au Cameroun, elle est abandonnée. Quand je regarde les lycées techniques, quand je regarde ces enfants dans la rue allant à l'école, côtoyant dans des conditions extrêmement difficiles des gens au comportement douteux. Quand je regarde les classes qui bondent, sans. Moi, quand j'étais en 6e, nous étions 30 admis pour entrer en 6e. 2 personnes ne sont pas venues. Nous avons fini comme ça, nous sommes en classe de 5e, 28. Alors quand j'imagine aujourd'hui qu'il y a des classes de 100 personnes, non. Et quand on vous parle d'alternance, ça me semble une chose normale. C'est choquant de ne pas penser que l'alternance produit du bien. Pour tout le monde. Produit du bien. Ça crée du nouveau. Ça crée du nouveau, ça aide. Et d'ailleurs, vous-même, vous changez des vêtements tous les jours, non? On ne peut pas dire que c'est de l'alternance, mais varier est une source intarissable de progrès. Ouais. Et quand on vous parle de tribalisme, quand j'étais jeune, j'étais responsable de l'ACE au cours moyen 1 à l'école Sacré-Cœur de Newbell. J'avais dirigé une équipe dans laquelle on parlait déjà du tribalisme.
Mais je peux vous dire, ce que je vis depuis cette époque-là, par rapport à... Le mot tribalisme existait, mais il n'était pas ressenti dans la société comme un phénomène bloquant. C'est Christ, le tribalisme, qui, au lieu d'être enrichissant pour le progrès, est bloquant pour le progrès. Et si on vous parle de Paul Biya? C'est un grand frère, c'est un papa qui doit se reposer. Et Kamto alors, quand on parle de Kamto, Maurice? Je pense que la génération 60 a eu un leader, Oumniobé. Je pense que la génération 90, 30 ans après, a un leader, Fundi. 2020 a une chance, Kamto. Si vous voulez, chacun peut faire ses analyses. Essayez d'argumenter. Essayez d'argumenter, s'il vous plaît, en 1 minute. Non, attends. J'ai pas besoin d'argumenter parce que Oumniobé, c'est pas moi qui l'ai fait. En même temps. Nous lisons sur lui. Fundi est notre contemporain. Beaucoup de choses, nous le savons de lui. Et quand vous pouvez vous-même faire vos comparaisons, je crois qu'on a une chance. Pour finir dans cet entretien, parce que tout à l'heure on va avoir M. Yinda Yom en face à face avec vous, dis-nous, est-ce que vous avez déjà finalement fait, je vais peut-être utiliser le mot, le deuil des 9 mois de prison? C'est déjà sorti en vous ou vous en portez encore des séquelles? En 1993, j'avais créé une association qui s'appelait New Boat Generation. Nous étions une vingtaine de chefs d'entreprise qui innovaient et dont la première qualité avait été de promouvoir le Made in Cameroun. J'avais proposé à ce moment-là qu'on introduise dans nos textes réglementaires que si quelqu'un va en prison, qu'il cesse d'être notre membre. Nous étions 2 sur 22 à dire non. Tous les autres ont dit, au Cameroun, on va en prison pour rien. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé de ma virginité. Exactement. C'est vrai, j'étais naïf. Hein? Et c'est une étape dans ma vie qui restera là, qui sera là avec sa cicatrice, avec ses blessures, pas ouvertes, fermées, mais qui certainement ne sera pas définitivement effacée comme ça. Parce que j'ai demandé à mon petit-fils, un jour en famille, on avait une très très grande famille, enfin la très grande famille, il y avait une 40aine de personnes, et je lui ai dit alors, il faut dire quelque chose. Parce que quand il avait pris les congés, il avait décidé de venir à Yaoundé et il pensait qu'il va dire au régisseur, ok, je suis venu, libère mon grand-père, je prends sa place, et puis à la rentrée scolaire, il était aussi naïf que ça, comme moi, à une époque. Mais quand il est arrivé, ce n'était pas possible. Alors je lui ai donné la parole, je lui ai dit, alors parle aux gens, qu'est-ce que tu penses? Et il a dit, qui aurait pu imaginer que s'il y avait quelqu'un à aller en prison, ce serait grand-père? C'est pour dire que pour moi, comme pour mes proches, c'est une étape qui ne s'effacera pas. Mesdames et messieurs, on vous a annoncé cette émission, que ce soit dans les réseaux sociaux avec un face-à-face en deuxième partie. Et celui qui va se prêter à ce jeu, c'est Monsieur Yinda Yom, enseignant de philosophie, lui aussi fervent ancien, fervent chrétien, croyant, formé dans un séminaire. Il a failli être prêtre. Bonsoir, Monsieur Yinda Yom. Oui, bonsoir. C'est vrai que vous êtes un habitué de la maison, mais les auditeurs ne savent pas que vous avez failli être prêtre. Ils ne le savent pas, ils le découvrent. On découvre l'homme au fur et à mesure des difficultés, des contingences. Bon, ils découvrent ça ce soir.
Mais comment un séminariste devient aujourd'hui afrocentriste et en même temps enseignant de philosophie? Je ne suis pas tellement afrocentriste, tout simplement, c'est qu'un peuple, j'ai toujours dit ça, tout le monde le vit, hein, un peuple ne peut pas s'épanouir hors de la culture. Le malheur de notre peuple, que ce soit africain ou bien camerounais, c'est qu'on s'est détourné de nos cultures. On s'est acculturé et c'est devenu très sérieux. Et à cause de cela, on a perdu des repères. Lesquels repères nous orientent vers des voiles de falsification. Tout à l'heure, vous avez entendu notre aîné parler. Je ne dirai pas le nom parce que ça associe ça à être africain. L'Occident nous a appris à appeler des gens. Chez nous, un aîné, on ne l'appelle pas n'importe comment. On dit un aîné. Et on peut dire son nom pour que les gens sachent de qui il est question. Parce que l'aîné incarne la sagesse. Et ça, c'est des repères qu'on perd. Et aujourd'hui, si on a des jeunes, la jeunesse qui n'a pas de repères, c'est autant de choses. Quand un peuple n'a pas de culture, c'est mauvais. C'est pour cela que chaque fois que j'interviens, où que ce soit, la culture avance et je suis. Pour un ancien séminariste, c'est quand même compliqué. Hein? C'est pas compliqué. C'est quoi, vous étiez arrivé au séminaire au hasard? C'est qu'il a dit, son livre s'intitule Le pouvoir du mensonge. Le pouvoir du mensonge. Et même au sein de l'Église, il y a eu ce pouvoir du mensonge. S'il faut le regarder froidement, il y a eu ce pouvoir du mensonge. C'est pour cela que on n'a pas de repère. Tout à l'heure, il a dit, il est surpris qu'il n'y a pas eu de dialogue. Moi, je ne suis pas surpris. J'ai connu un archevêque, cardinal. C'est un monsieur, même s'il y avait des différences ou n'importe quoi, parce qu'un jour, il m'a déçu. Il m'a énervé, mais j'étais content en même temps. Avec double sentiment. Parce que le cardinal Tony savait te dire non, vous discutez, il te convainc. Oui. Quand tu l'as même convaincu, il te dit, je me suis trompé, je ne peux pas faire. Donc, il y a eu dialogue, il t'a laissé t'exprimer, t'époumoner, et puis t'a dit, je ne marche pas. Quand tu sors de là, tu sais au moins que quelqu'un t'a dit non, tu es mécontent, mais vous avez changé. Il n'a pas agi par, on appelle ça quoi, par embuscade ou bien non, par... voilà. Il a agi avec responsabilité. Je crois que ça aurait été lui, n'étant pas d'accord avec la conférence, il aurait appelé pour dire, j'ai d'abord dit oui, mais en recoupant telle chose, j'ai dit maintenant non. Comprends comme ça, je prends ma responsabilité de dire non. C'est pour dire quelquefois que ce n'est même pas l'église. L'église d'abord c'est qui? C'est les hommes d'église. Les hommes qui sont à l'intérieur. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je vous propose de prendre d'abord un arrêt pub de quelques secondes et on revient effectivement pour notre face-à-face. Voyagez-vous vers Lagos et Paracourt au Nigeria, Airpeace inaugure à partir du 19 août 2021 des vols directs de Douala vers Lagos et Paracourt au Nigeria. Ces vols auront lieu tous les mardis, jeudis et samedis. Choisissez Airpeace à destination de Lagos, Paracourt et bénéficiez d'un service de classe mondiale. Pour vos réservations, rendez-vous sur notre site web www.flyairpeace.com ou téléchargez notre application mobile Airpeace sur Play Store ou App Store. Airpeace, votre paix, notre but. Dash Info Soir, Jean-Marie Onambélé. Après la page publicitaire, on revient donc dans ce studio. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous êtes bien sur les 99.9 en modulation de fréquence. La radio, c'est Dash Info. Et l'émission, c'est Dash Info Soir. Ce jour, on a un invité spécial, l'écrivain Jean-Baptiste Homsi, qui a commis l'ouvrage Cameroun, le pouvoir du mensonge. On a discuté tout à l'heure en première partie sur l'objectif même de ce livre, l'homme. On est reparti voir les arcanes même de l'homme et aussi parler de cette cérémonie de dédicace qui a été suspendue ou alors interdite. En deuxième partie, on l'a annoncé, il y a donc cet échange avec monsieur Yindayom. Il est enseignant de philosophie et il nous a fait l'honneur effectivement d'être là pour pouvoir échanger avec
Monsieur Jean-Baptiste Romsi, Yindayom, quelques mots pour débuter. Quelques mots d'abord. Je suis satisfait du livre, de sa présence dans la vie. Ce qui nous manque souvent, c'est l'écriture. Nous vivons des choses, nous n'écrivons pas. Nous avons des messages à transmettre aux générations à venir, nous n'écrivons pas. Et ça nous a beaucoup rattrapé au niveau de l'Afrique. On est resté dans l'oralité. Et c'est en ce moment-là où Amadou Hampâté-Bâ avait raison de dire en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que tout son savoir, il s'en va avec, il ne laisse rien à la postérité. Le fait de commettre un livre qui n'est pas toujours une vérité absolue, qui est une contribution à ce qu'on recherche pour une société qu'on veut bâtir, est une chose importante. Par rapport à la première entrée, où je lui dis merci, parce que beaucoup, comme lui, n'ont pas écrit, ont vécu ces expériences, n'ont pas écrit, et beaucoup vont mourir sans écrire. Donc ce qu'il écrit là est déjà quelque chose d'important pour penser à aujourd'hui et à demain. Quelques observations alors. Observation, d'abord, qu'il a bien dit, il a évoqué des mots que j'ai notés, vierge, chrétien, et j'ai noté un peu dans sa démarche, un peu de naïveté. La naïveté du chrétien, enfermé dans sa bulle, qui n'a pas regardé le monde, comment le monde évolue aujourd'hui. Quand on dit pouvoir du mensonge, l'une des choses depuis les temps modernes du pouvoir, c'est le mensonge. Et il ne faut pas aller loin, il faut se rapprocher un peu de Machiavel. Machiavel nous présente l'amoralisme politique et l'immoralisme politique. Et c'est lui, ou bien on lui pète ces mots, il dit la fin justifie les moyens. Et que Jean-Paul Sartre va reprendre dans son œuvre Les Mains Sales, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Et tous les politiques des temps modernes jusqu'à nos jours mettent en pratique ce leitmotiv. Diriger, c'est mentir. Et quand on dit mentir, ce n'est pas un mot au hasard, parce que parfois on peut confondre mentir et se tromper. Se tromper veut dire je voulais faire, j'avais la bonne foi, mais je n'ai pas pu. Mentir veut dire que je connais la vérité. Je sais qu'il faudra aller à gauche, mais je prends sur moi le soin de vous dire c'est la droite qui est bonne. Ça veut dire je mens parce que je connais la vérité, je la ferme, je la tais et je vous rends là où je vais arriver. Dans ce cas, avec les modernes, on voit que la politique repose beaucoup plus sur le mensonge. Et tous boivent à cette lit. On peut citer beaucoup d'hommes politiques et même leurs phrases. Quand De Gaulle, que reprendra François Mitterrand plus tard, dit « En État, il n'y a pas de philanthropie, il n'y a qu'intérêt. » Et on sait, quand son homologue arrive, il dit « Tu es mon ami. » L'ami, est-ce l'ami, ami comme on dit, ou ami autre chose? Donc, ce côté, je voudrais lui dire, son ouvrage, c'est la bienvenue, mais son ouvrage aussi doit tenir compte que la politique, avec ceux qui sont aujourd'hui, s'est inscrit dans l'optique du mensonge. Ça, c'est le premier point. Et dès qu'on évolue, on arrive à celle-là, c'est M. Onambele qui a évoqué ce point. Et je voudrais, après avoir suivi tout ce qu'il a dit, qu'on change un peu ce concept avec lui, avec le mot activiste. Le mot activiste est très péjoratif. Il a dit que depuis le lycée, il avait toujours envie de revendiquer. Et quand vous voyez sa posture, même sa manière de parler et ses écrits, vous sentez quelqu'un qui a horreur de l'injustice. Et s'il a horreur de l'injustice, il accompagne la pensée à l'acte. L'acte voudrait faire quoi? Qu'il se lève et qu'il dise ça, ce n'est pas bien. Et je crois que, tel qu'il a dit à l'entame, il n'était pas dans une marche, il était quelque part. Peut-être voulait-il prodiguer les conseils à son ami politique ou bien autre. Bon, faisons comme ceci, ne marche pas trop comme ça, faisons telle chose. On ne sait pas ce qu'il se disait, mais il a été arrêté. On a dit autre chose de ce qui s'est passé. Ça montre son tempérament. Un tempérament de quelqu'un qui veut contribuer à la bonne marche de la société. Et même, il a dit, à travers la création, vous avez dit, vous a évoqué en l'entame, chapitre 6 de son ouvrage. Le chrétien a deux missions, créer la richesse et la distribuer, et puis
le chrétien, tout le monde doit avoir accès aux biens. Donc la justice sociale de ce qu'il voudrait mettre en place. Ça veut dire qu'il a un souci. S'il a quelque chose, il faudrait qu'il partage avec les autres. Ça, on le note en l'écrivant. Et ça, c'est une très bonne chose d'un chrétien qui pense, d'un chrétien qui a reçu un enseignement et qui veut mettre cela en pratique. Il a évoqué les Saintes Écritures tout à l'heure en disant que le Christ dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est pour dire que à manger n'est pas seulement la nourriture, mais les moyens ou les richesses qu'il produit et qui peuvent aider les autres. Dans ce qu'ils vont consommer, les emplois qu'ils créent, voilà, donnez-leur vous-même à manger, qu'il met en pratique en tant que chrétien et qui voudrait que son pays marche. Et vous avez suivi son parcours. Il a parlé de l'école Sacré-Cœur de New-Bel, il a parlé du lycée, il a parlé de Fumban où il était, où un gouverneur, à l'époque préfet, l'a reconnu. Il a donné un cursus on peut lier comme un pont. On voit quelqu'un qui est pétri d'expérience et qui est d'une génération sur laquelle on peut s'appuyer. Ce qu'on interdit par la dédicace, je pouvais croire avant que c'est un livre subversif. Donc ils avaient peut-être raison, mais à l'entendre parler, ça veut dire qu'on l'a jugé avant. On n'a pas pris le temps de s'informer du livre, de ce qu'il voulait dire. On allait vite en besogne. Et ça rejoint ce qu'il a dit. Quand ils écrivaient leur texte, ils ont dit si quelqu'un va en prison, il cesse de. Les autres ont dit non. Il a dit oui. Parce que là, la naïveté, il l'accompagne toujours. Comme pour dire que les autres savent lire les lettres dans des enveloppes. Bon, ce schéma, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas le comprendre parce que la lettre a presque disparu. Il y a maintenant les WhatsApp et consorts. Donc c'est un phénomène important qu'on peut noter. Toujours est-il dit, vous avez évoqué un fait. Les affaires, c'est la jungle. Ce qui m'a intéressé en lui, c'est et j'ai appris aussi l'image de croire que les affaires, c'est la jungle. Et quand il a expliqué que dans les affaires, on fait aussi des choses nobles, je me suis représenté une image de gens qui disent souvent que le monde est méchant, le mal l'emporte sur le bien. Et je dis souvent aux gens, en expliquant, je crois que le mal n'emporte pas sur le bien. Parce que si le mal l'emportait sur le bien, personne ne vivrait. Et l'image qu'on peut avoir, c'est que vous arborez un t-shirt blanc ou bien une chemise blanche et quelqu'un fait la peinture quelque part, secoue un peu, ça va sur votre chemise. Le pessimiste va vite voir toutes les taches qui sont là. Mais il y a une chose qui est importante, la blancheur de votre chemise l'emporte sur les taches. Mais ce qu'on note beaucoup plus, ce sont les taches. Et je crois qu'il a essayé de nous faire comprendre que l'entrepreneur est un homme de bien et qu'il faudrait maintenant qu'il pense à la deuxième phase, qu'on mette un livre qui va parler d'entrepreneuriat pour qu'on soit encore plus éthique dans la mission de l'entrepreneuriat. Ça, c'est une très bonne chose de sa part que nous avons appris aujourd'hui. Vous avez évoqué la politique, les mains sales. Il a dit non. On peut dire oui, on peut dire non. Oui, si on reste dans l'optique politique qu'on a évoquée tout à l'heure, la politique politicienne, avec les philosophes, les penseurs, les politiciens, les politologues et consorts des temps modernes et des temps contemporains, on dira on ne peut pas aller en politique les mains propres, même si certains font l'exception. J'en ai vu comme ça, j'oublie le nom du président en Amérique du Sud actuellement. On me dit il ne reste pas dans son palais, il va chez lui. Donc le matin il va au travail à la présidence, le soir il rentre avec son épouse à la maison chez lui. Il n'a pas de garde du corps, il va comme ça. Ça, ce sont des images un peu rares dans le monde aujourd'hui, qui veut dire que cela est possible. Et il s'est appesanti sur un concept que j'ai beaucoup apprécié. Il a dit qu'il a écrit son ouvrage parce que quand on est témoin, le témoignage est comme c'est-à-dire il est un témoin d'une histoire, d'un fait, et ça a été un moteur galvanisateur de ses écrits. Pourquoi ? Parce que quand on l'entend parler en chrétien, on sent qu'il a fait le mouvement Nation catholique, tel que l'ACE qu'il a évoqué. On peut voir d'autres, avec la GIEC, qui avait les mêmes devises. Voir, juger, agir. Avant de prendre l'acte d'une chose, avant de décider, on doit d'abord voir. Et quand on voit, on n'a pas dit qu'on a aperçu, on a vu. Veut dire qu'on peut dire exactement ce qu'on a vu.
On a jugé, on a fait appel au discernement. Maintenant, on peut poser l'acte. Et l'acte qu'on pose est un acte noble. La preuve, son livre fait partie de cela. Et dans ses propos, il a voulu opposer amertume et plaisir. Au plus bas degré de l'échelle, on peut opposer amertume et plaisir. Mais au fond, les deux sont synonymes et se complètent. Parce que l'amertume est l'excès de plaisir. Quand on a un plaisir trop emporté, on est dans l'amertume. Il peut transformer cette amertume-là en bonheur. Parce que l'expérience qu'il a vécue, s'il passe les plaies, comme il a dit, mais pas les plaies couvertes, mais il passe dessus. Parce que en tant que chrétien, le conseil que je peux lui donner et qui peut être assez important, c'est la prière. Parce que dans son entame, il a manqué cette dimension. Prier pour les faibles, prier pour les dirigeants, parce que ces gens ont même besoin de prière pour qu'ils fassent bien leur travail. Et l'intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il y a un objectif dans son ouvrage. Il écrit pour que demain soit différent. Il écrit pour lutter contre le mensonge. Il écrit parce qu'il l'a souffert et ne voudrait pas que d'autres en connaissent la même chose. Il écrit parce qu'il y a une promotion de la haine. Il voudrait qu'on promeuve l'amour. Parce que quand on a pris la vérité, on l'a embrassée, on peut tuer toutes les dictatures. Et c'est pour cela que la sortie qu'il a faite repose sur le dialogue. Dialoguer, c'est aimer l'autre. Dialoguer, c'est vouloir construire. Dialoguer, c'est bâtir. Et je crois que son ouvrage et sa venue ce soir à Dash TV, c'est pour le dialogue, c'est pour construire. Et le jeu de questions, à travers les 5 mots qu'on a donnés, je m'arrêterai sur un point. La jeunesse semble être abandonnée. Abandonnée, ça nous invite à méditer. Et je dis merci à notre grand frère, merci à l'écrivain. Et je crois que votre ouvrage, ce qui est souvent interdit, est recherché. C'est que rap. Et vous avez une interrogation, pas de question, pas d'interrogation, peut-être une qui vous vient à la tête? Une interrogation que je voudrais poser, c'est que je voudrais lui demander, parce qu'elle a évoqué que son ami lui a donné la salle et il découvre plus tard, pas qu'il découvre, il sait qu'il est rangé dans une chapelle politique quelconque et ça connote encore sa naïveté. Je voudrais dire qu'il tue en lui la naïveté. Je voulais lui demander, mais comment est-ce qu'il a risqué à être aussi naïf jusqu'à ce point? Parce que quand il comprend dans quelle logique il n'a pas eu la salle pour la dédicace, et c'est par les réseaux sociaux qu'il apprend, alors qu'il est en contact avec ces gens qu'il estime qu'ils sont ses amis. Je voudrais lui dire, en chrétien, ils sont ses amis, mais je voudrais lui dire qu'ils sont plutôt ses compagnons, ils ne sont pas ses amis. Parce qu'un ami, on souffre pour lui. Un ami, on l'accepte. Un ami, on lui dit la vérité. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec lui et que vous ne voulez pas lui faire plaisir, vous lui dites la vérité. Alors, mais la question que je voudrais lui poser, devant tous ces échecs, la prison, la trahison par rapport à la salle qu'on n'a pas eue, quel sentiment vous avez aujourd'hui? Est-ce que le même combat que vous avez commencé à mener depuis votre enfance reste d'actualité? Mon épouse m'a dit, est-ce que tu sais qu'on peut, au-delà d'empêcher la dédicace, on peut saisir tous les exemplaires du livre? J'ai dit oui, j'ai envisagé. Mais même si cela arrivait, cela ne m'empêcherait pas de continuer le combat pour ces causes-là. Croyez-moi, j'ai lu la biographie de Nelson Mandela. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, parlant de l'homme politique. Il a dit à Pieter Botha pendant la négociation, toi tu as les mains qui ont plongé dans le sang, moi pas. Même s'il a organisé une lutte dure, il n'a pas tué. Vous voyez, c'est pour dire que on peut
conduire une politique avec un certain nombre de règles morales que l'on respecte. Il y a certains qui pensent que même tuer, ça n'a pas d'importance. Vous l'avez bien dit, avec Jean-Paul Sartre de main sale, comme avec Machiavel. Mais voilà Nelson Mandela qui a donné la grande leçon à Pieter Botha en disant: toi, tu as du sang sur les mains, moi non. Donc il existe des hommes politiques qui peuvent parler courageusement face aux autres dans le sens de ne pas réglementer et faire admettre que le mal est bien. Et vous l'avez si bien dit, si le mal pouvait prendre le dessus sur le bien, alors ça voudrait dire que le monde n'existerait plus. Non, c'est sûr que le bien prendra. Il peut avoir de temps à autre un long tiraillement, même des chevauchements, mais le bien prendra toujours le dessus sur le mal. Je vous remercie de cette peinture que vous avez faite. Je ne l'ai pas dit, si vous regardez l'ouvrage, le premier livre que j'ai écrit, et l'unique qui a précédé, s'intitule « Créer, gérer une entreprise ». Va de Mekoum du dirigeant chrétien. Et là-dedans, je reviens sur tous les ressorts éthiques qui doivent permettre, qui doivent être une boussole pour un dirigeant d'entreprise. Voilà. Mais moi, je reviens un peu sur l'ouvrage, le pouvoir du mensonge, Cameroun, le pouvoir du mensonge. Aujourd'hui, il n'y a pas eu dédicace, peut-être que l'inquiétude de M. Yindayom était plus ou moins... Mais comment on fait donc pour pouvoir être en contact avec ces livres, M. Jean-Baptiste Yomsi? Je souhaite que tous ceux qui m'écoutent sachent que le foyer protestant d'Aqua est suffisamment grand pour accueillir autant de monde qui peut venir pour avoir accès au livre. Le livre sera disponible ce jour-là. Ça sera disponible. Oui. Le livre sera disponible ce jour-là. Quand ça? Et je souhaite donc que le mardi 19, mardi 19 à 17h, ils viennent à notre rencontre. Je serai là pour les accueillir. Et le cabinet RS Intelligent qui nous accompagne a décidé qu'il y aura une... il a décidé qu'il y aura un vernissage d'un certain nombre de photos exceptionnelles du combat qu'il y a eu au Cameroun. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous sortir encore ce jour-là, mais je profite de cette occasion pour dire au cabinet RS Intelligent, vraiment infiniment merci pour donc on revient sur la date, ça sera donc mardi le 19 au foyer protestant d'Aqua, en face du Carrefour Arnaud. On connaît très très bien le foyer protestant d'Aqua. Mais en même temps aussi, c'est quand même bizarre, voilà, en catholique, vous êtes en train de vous frayer un chemin à la Martin Luther apparemment. Non, j'ai été dirigeant du PADIC. PADIC est une association écuménique. Des chrétiens, exactement. Oui, des chrétiens écuméniques où nous avions toutes les obédiences. J'ai été, dans le cadre de cette association, président pour l'Afrique, parcouru l'Afrique pour implanter cette association, et même vice-président mondial. Donc, je me sens tout à fait à l'aise, aussi bien chez les catholiques et chez les protestants. Voilà, je peux pas. Non, faisons pas. C'est un épisode qui va passer. C'est les hommes qui se trompent, qui peuvent. Non, mais l'image sera belle, hein. Tel y a un catholique qui est mis en exergue par les protestants. Je ne sais pas si vous voyez comment. Ayant été entre guillemets chassé de chez lui. Dans tous les cas, on est tous chrétiens, qu'ils soient de l'église catholique ou de l'église protestante. Je peux même dire, le pasteur qui gère m'a dit,
vous me faites un honneur en venant chez nous. Ça m'a blessé. Je ne lui ai pas dit que j'avais quelques problèmes avant, mais ça m'a touché profondément. Mais toute chose étant égale par ailleurs, je crois qu'il faut savoir que nous ne sommes pas des saints. On peut se tromper. Et on sait que c'est celui qui persévère dans le mal qui est diabolique. Il ne faut pas persévérer dans le mal. Je pense qu'ils auront l'occasion de se rendre compte par rapport à d'autres personnes que ce qu'ils m'ont fait en me prévenant par les réseaux sociaux quelques heures avant l'événement, et que la peine que tous mes invités ont eu à désorganiser leur agenda pour être là ne pouvait pas se rattraper. Ne pouvait pas se rattraper. C'est très pénible. Ce que nous faisons là, nous l'avons fait 2 fois. C'est-à-dire que tous les moyens, comme les banderoles, les invitations, les flyers, on a refait les invitations, on a refait les cartons d'invitation, on a repayé des gens pour aller distribuer des invitations. Mais voilà, on a recommencé. C'est gênant pour tout le monde. Peut-être que ça sera meilleur, il ne faut jamais désespérer. Moi, je souhaitais, puisqu'on est déjà presque à la fin de l'émission, quand même, que vous passiez un message à la jeunesse camerounaise, Jean-Baptiste Yomsi. Pas seulement celui que vous voulez faire passer à travers le livre Cameroun, le pouvoir du mensonge, mais un message quand même global. Chers jeunes, quand j'avais 35 ans, j'avais réalisé qu'on ne peut construire de grandes choses que si on a une grande confiance en soi. Et pour avoir une grande confiance en soi, il faut avoir une base solide sur laquelle on s'appuie. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas flotter. Si vous êtes chrétien, accrochez-vous. Si vous voulez être, je crois, kémite. Kémite, par exemple. Kémite, par exemple, accrochez-vous. Si vous voulez être traditionnel, ne soyez pas entre 2 chaises. Accrochez-vous à quelque chose de solide. Cela vous servira de repère pour partir. Mais surtout, sachez que votre concurrent n'est pas le Bassa, le Bamileke, le Nordiste, le Tchang, ou sachez que votre concurrent, celui qui prend votre pain, c'est le Coréen, c'est l'Américain, c'est le Français. Et l'avantage que tu as, c'est de savoir que tu as les mêmes chances que le Coréen, que l'Américain, que le Chinois d'exceller. Et éteindre les petites querelles qui vous amènent à penser que les gens qui vous entourent vous en veulent du mal. Non, éteignez ça, regardez haut, regardez loin, sachez que vous pouvez conquérir le monde. J'ai dit hier à un jeune qui était avec moi, on a rencontré deux enfants qui sont venus me rendre visite parce qu'ils avaient besoin de livres. Ils venaient de Suisse. Et j'ai dit à un jeune qui était avec moi, il te dit que la Suisse est un pays de 8 millions avec 3 millions d'étrangers. Qu'est-ce que ça te dit? Il m'a dit, papa, ce qui m'impressionne, c'est que depuis que je suis né, j'entends parler de la Suisse. Mais je ne sais pas si partout dans le monde, nous on est 30 millions, on entend parler du Cameroun. Vous voyez? Donc, en fait, le peuple camerounais doit se rendre compte qu'ils doivent s'élever au niveau du Suisse, du Chinois, de l'Allemand. Pas chercher à rivaliser dans la médiocrité avec quelques personnes qui, au Cameroun, nous font croire qu'on va regarder notre doigt plutôt que le soleil. Voilà ce que je peux dire à la jeunesse. Monsieur Yindayon, merci d'avoir accepté notre invitation. Grand merci encore à vous. Dernier mot peut-être avant qu'on parte. Le dernier mot, c'est que s'il n'y a pas eu de dédicace,
Je crois que je suis parmi ceux qui ont croisé le droit mystiquement, parce que je n'aurais jamais su qu'il y a le livre qui est sorti. C'est une bonne chose. Bon, mais je dis à notre aîné, à notre grand frère, bon courage, qu'il ne se décourage point, qu'il continue le combat, qu'il continue à croire en lui. Et le message, chaque fois qu'il aura parlé, qu'il ne parle plus du Cameroun en général, mais qu'il parle beaucoup à la jeunesse qui a besoin de conseils. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Jean-Baptiste Domsi, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment un pur moment de plaisir passer avec vous déjà, parce qu'on gagne beaucoup, effectivement, être avec vous. Merci. Peut-être nous dire au revoir, monsieur Jean-Baptiste Domsi. Ben, je vous remercie, monsieur Onambélé, pour ce moment d'échange que nous avons eu. Je remercie le professeur Nyamlinda Yinda Nyom. J'ai passé un moment très agréable avec vous. Et quand j'ai vu M. Polycarpe Samba tout à l'heure dans le couloir, j'ai dit, mais c'est vous? Il a dit oui. J'ai dit, mais quand même. Moi, j'imaginais que c'est quelqu'un de ma génération. Il m'a dit, non, c'est moi. Et je vous regarde aussi jeune. Et je dis, notre pays, notre Afrique, doit rêver ce que vous êtes en train de faire avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de professionnalisme, en pensant en permanence que les gens qui vous tirent vers le bas se trompent. Ne les laissez pas faire. Vous voyez, on a empêché que le livre soit dédicacé un vendredi soir. Mais le lundi, il y avait déjà une alternative. Donc, pour confirmer ce que le prof disait tout à l'heure, je ne vais pas baisser les bras. À vous aussi, ne baissez pas les bras. Nous devons combattre ensemble pour nous libérer. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission, cette autre livraison de votre émission Dash Info Soir. On vous revient demain, ça sera vendredi et ça sera la dernière de la semaine. Entre-temps, restez sur les programmes de Dash Info. C'est sur les 99.9 en modulation de fréquence. Au revoir et à demain.